Cro-Blanc par Jack London. Chapitre 15. L'ennemi de sa race. S'il y avait eu dans la nature de Cro-Blanc quelque aptitude, fût-elle le dernier fruit d'un atavisme très ancien, de fraterniser avec les représentants de sa race, plus rien de cette aptitude n'aurait pu subsister du jour où il fut choisi pour être à son tour le chef de file de l'attelage du traîneau. Car dès lors, les autres chiens l'avaient haï. Il l'avait haï pour le supplément de viande que lui donnait Mitsa, haï pour toutes les faveurs, imaginaires ou réelles, qu'il recevait de l'Indien, haï parce qu'il courait toujours en avant d'eux, balançant devant leurs yeux le panache de sa queue, faisant fuir éternellement, hors de leur portée son train de derrière, en une vision constante qui les rendait fous. Par un contre-coup fatal, Cro-Blanc avait rendu haine pour haine. Le rôle qui lui avait été dévolu n'était rien moins qu'agréable. Être contraint de courir avec à ses trousses la troupe hurlante dont chaque chien avait été depuis 3 ans étrillé et asservi par lui, était quelque chose dont tout son être se révoltait. Il le fallait pourtant sous peine de sa vie, et cette volonté de vivre était plus impérieuse encore. À l'instant où Mitsa donnait le signal du départ, tout l'attelage, d'un même mouvement, s'élançait en avant sur Cro-Blanc, en poussant des cris ardents et furieux. Pour lui, pas de résistance possible. S'il se retournait sur ses poursuivants, Mitsa lui cinglait la face de la longue lanière de son fouet. Nulle ressource que de décamper à toute volée. Sa queue et son train de derrière étaient impuissants à mettre à la raison la horde forcenée devant laquelle il fallait qu'il parût fuir. Chaque bond qu'il faisait en avant était une violence à son orgueil, et il bondissait tout le jour. C'était la volonté des dieux que céda son orgueil, qu'il comprima les élans de sa nature, que son être révolté renonça à s'élancer sur les chiens qui le talonnaient. Et derrière la volonté des dieux, il y avait, pour lui donner force de loi, les 30 pieds de long du fouet mordant, en boyau de caribou. Il ne pouvait que ronger son frein, en une sourde révolte intérieure, et donner carrière à sa haine. Nul être ne devint jamais autant que lui l'ennemi de sa race. Il ne demandait pas de quartier et n'en accordait aucun. Différent de la plupart des chefs de file d'attelage qui, lorsque le campement était établi et que les chiens sont dételés, viennent se mettre sous la protection des dieux, Cro-Blanc, dédaignant cette précaution, se promenait hardiment en toute liberté à travers le campement, infligeant chaque nuit à ses ennemis la rançon des affronts qu'il avait subis durant le jour. Avant qu'il fût promu chef, la troupe des chiens s'était habituée à se retirer de son chemin. Maintenant, il n'en était plus de même. Excités par la longue poursuite du jour, accoutumés à le voir fuir et le cerveau s'entraînant à l'idée de la maîtrise incontestée qu'ils exerçaient durant ce temps sur leur adversaire, les chiens ne pouvaient se décider à reculer devant lui et à lui livrer le passage. Dès qu'il apparaissait parmi eux, il y avait tumulte et bataille, grondements et morsures, balafres mutuels. L'atmosphère que respirait Cro-Blanc était surchargée d'inimités haineuses et mauvaises. Lorsque Mitsa criait à l'attelage son commandement d'arrêt, Cro-Blanc obéissait aussitôt, et les autres chiens voulaient se jeter immédiatement sur lui. Mais le grand fouet de Mitsa était là, qui veillait et les en empêchait. Aussi les chiens avaient-ils compris que si le traîneau s'arrêtait par ordre de Mitsa, il fallait laisser en paix Cro-Blanc. Si par contre Cro-Blanc s'arrêtait sans ordre, il était permis de s'élancer sur lui et de le détruire si on le pouvait. De son côté, Cro-Blanc ne tarda pas à se rendre compte de cela, et il ne s'arrêta plus de lui-même. Mais les chiens ne purent jamais prendre l'habitude de le laisser tranquille au campement. Chaque soir, il s'élançait à l'attaque en hurlant, oublieux de la leçon de la nuit précédente. Et la nouvelle leçon qu'il recevait était destinée à être aussi vite oubliée. La haine qu'il ressentait pour Cro-Blanc avait d'ailleurs des racines plus profondes dans la dissemblance qu'il sentait exister entre eux et lui. Cette seule cause aurait suffi à la faire naître. Comme lui, sans doute, ils étaient des loups domestiqués, mais domestiqués depuis des générations. Ils avaient perdu l'accoutumance du wild, dont ils n'avaient conservé qu'une notion, celle de son inconnu terrible et toujours menaçant. C'était le wild dont il était demeuré plus proche, qu'ils haïssaient dans leurs compagnons. Celui-ci le personnifiait pour eux. Il en était le symbole. Et quand ils découvraient leurs dents en face de lui, ils se défendaient en leurs pensées contre les obscures puissances de destruction qui les environnaient dans l'ombre de la forêt, qui les épiaient sournoisement au-delà de la limite des feux du campement. La seule leçon que les chiens tirèrent de ces combats fut que le jeune loup était trop redoutable pour être affronté seul à seul. Il ne l'attaquait que formé en masse.
sans quoi il les eût tous tués l'un après l'autre en une seule nuit. Grâce à cette tactique, ils lui échappèrent. Il pouvait bien culbuter un chien, les pattes en l'air, mais la troupe entière était aussitôt sur lui, avant qu'il ait eu le temps de donner à la gorge le coup mortel. Au premier signe du conflit, les chiens, même occupés à se quereller entre eux, formaient bloc et lui faisaient face. Pas davantage, ils ne pouvaient, malgré leurs efforts, réussir à oxyre Cro-Blanc. Il était à la fois trop vif pour eux, trop formidable et trop prudent. Il évitait les endroits resserrés et prenait le large dès qu'ils essayaient de l'encercler. Quant à le culbuter, pas un chien n'était capable de réussir l'opération. Ses pattes s'accrochaient au sol avec la même ténacité qu'il se cramponnait lui-même à la vie. Car se maintenir debout était vivre et se laisser renverser était la mort. Nul mieux que lui ne le savait. Ainsi Cro-Blanc se dressait contre ses propres frères, amollis par les feux de l'homme, affaiblis par l'ombre protectrice que les dieux avaient étendue sur eux et les dominait. Il avait déclaré vendetta à tous les chiens, et si féroce était cette vendetta que Castor Gris, tout sauvage et barbare qu'il était lui-même, ne pouvait s'empêcher d'en être émerveillé. Jamais, il le jurait, il n'y avait eu sur la terre le pareil de cet animal. Cro-Blanc approchait de ses 5 ans lorsque Castor Gris l'emmena dans un autre grand voyage. Parmi les villages riverains du Mackenzie d'où ils passèrent dans les montagnes rocheuses entre le Porcupine et le Yukon, longtemps on se souvint du carnage de chiens auquel se livra Cro-Blanc. Sur toute sa trace, il s'adonna librement à sa vengeance. Il y avait là des tas de chiens naïfs et sans défiance, n'ayant pas appris à déjouer ses coups rapides, à se garder de son attaque brusquée que ne précédait aucun avertissement, tandis qu'ils perdaient leur temps en préliminaires de bataille et hérissaient leurs poils. Il était déjà sur eux, sans un aboi, tel un éclair qui porte la mort à l'instant même où on le voit, et qui les massacrait avant qu'ils fussent seulement revenus de leur surprise. Il était en vérité devenu un admirable champion. Il savait économiser ses forces et jamais ne les outrepasser. Jamais non plus il ne se perdait en une longue bataille. Si le coup rapide qu'il portait était manqué, aussi rapidement il se retirait en arrière. Comme tous les loups, il n'aimait pas les corps à corps, ni les contacts prolongés. Le wild lui avait appris que le contact, c'était le piège, le danger ignoré. L'important était de se tenir libre de toute étreinte, de bondir à son gré sur l'adversaire, de rester juge, à distance, de la marche de la bataille. Ce système lui assurait d'ordinaire une victoire facile sur les chiens qui se rencontraient avec lui pour la première fois. Sans doute y avait-il des exceptions. Il arrivait que plusieurs chiens réussissaient à sauter sur lui et à le rosser avant qu'il pût se dégager. D'autres fois, un chien isolé lui administrait une profonde morsure, mais ce n'était là que des accidents peu fréquents, et en règle générale, il se retirait indemne de toutes ces rencontres. Une autre de ses qualités était de posséder une notion rigoureusement exacte du temps et de la distance. C'était inconscient et automatique. Sans réflexion ni calcul de sa part, l'organe visuel dont il était doué portait juste, au-delà de la moyenne qui se rencontre chez les autres bêtes de sa race. Son cerveau recevait parallèlement l'impression des nerfs optiques et par un mécanisme bien réglé qu'il devait à la nature en tirer aussitôt parti. L'action suivait de près, bien réglée dans l'espace et dans le temps, et une fraction infinitésimale de secondes, nettement perçue et utilisée, suffisait souvent à assurer la victoire à Cro-Blanc. La caravane arriva durant l'été à Fort Yukon. Castor Gris, après avoir profité du gel de l'hiver pour traverser les rivières qui coulent entre le Mackenzie et le Yukon, avait occupé le printemps à la chasse dans les montagnes rocheuses. Lorsque la débâcle des glaces fut venue, il s'était construit un canot et avait descendu le courant du Porcupine jusqu'au point de jonction de ce fleuve avec le Yukon, sous le cercle arctique exactement. C'est à cet endroit que se trouve le vieux fort qui appartient à Hudson's Bay Company. Les Indiens y étaient nombreux, les provisions abondantes, l'animation sans précédent. C'était l'été de 1898. Des milliers de chercheurs d'or étaient venus eux aussi jusqu'au Yukon, se dirigeant vers Dawson et le Klondike. Ils étaient encore à des centaines de miles du but de leur voyage, et beaucoup d'entre eux, cependant, étaient en route depuis 1 an. Le moindre parcours effectué par eux était de 5000 miles. Beaucoup venaient de l'autre hémisphère. Là, Castor Gris s'arrêta. Une rumeur était arrivée à ses oreilles de la course à l'or, et il apportait avec lui plusieurs ballots de fourrure, d'autres de moufles, d'autres de mocassins. L'espoir de larges profits l'avait incité à s'aventurer en cette longue course. Mais ce qu'il avait espéré ne fut rien en regard de la réalité.
Ses rêves les plus extravagants n'avaient pas escompté un gain de plus de 100%. C'était 1000% qui s'offrait à lui. En bon indien, quand il vit cela, il installa sans hâte et soigneusement son commerce, décidé à prendre l'été entier et l'hiver suivant au besoin pour tirer tout le parti possible et le plus avantageux de sa marchandise. Ce fut à Fort Yukon que Cro-Blanc vit les premiers hommes blancs. Comparés aux Indiens qu'il avait connus, ils lui semblèrent des êtres d'une autre espèce, une race de dieux supérieurs. Son impression fut qu'ils possédaient un plus grand pouvoir. Et c'est dans le pouvoir que réside la divinité des dieux. Ce fut un sentiment qu'il éprouva plus qu'il ne raisonna cette impression. De même que dans son enfance l'ampleur des tentes élevées par les premiers hommes qu'il avait rencontrés avait frappé son esprit comme une manifestation de puissance, de même encore il était frappé maintenant par les maisons qu'il voyait et qui avaient été construites, comme le fort lui-même, de rondins massifs. Voilà qui était de la puissance. Le pouvoir des dieux blancs était supérieur à celui des dieux qu'il avait adorés jusque-là, supérieur même à celui de Castor Gris, de ceux-ci le plus puissant, et qui ne semblait plus parmi les dieux à peau blanche qu'un petit dieu enfant. D'abord, il s'était montré soupçonneux envers eux. Pendant les premières heures qui suivirent son arrivée, il les examinait avec grand soin, tout en craignant d'être remarqué lui-même, et il se tenait à une prudente distance. Puis, voyant que près d'eux aucun mal n'advenait aux chiens, il s'approcha davantage. De leur côté, il l'examinait avec une extrême curiosité. Son étrange apparence attirait leur attention, et ils se le montraient du doigt les uns aux autres. Ses doigts tendus ne disaient rien de bon à Cro-Blanc, et quand les dieux blancs tentaient de s'approcher de lui, il montrait les dents et se reculait. Pas un ne réussit à poser sa main sur lui, et si quelqu'un avait insisté, ce n'eût pas été sans dommage. Cro-Blanc connut bientôt qu'un petit nombre de dieux blancs, pas plus d'une douzaine, étaient fixés en cet endroit. Tous les 2 ou 3 jours, un grand vapeur, qui était une autre et colossale manifestation de puissance, accostait au rivage et demeurait quelques heures. D'autres hommes blancs en descendaient à terre, puis rembarquaient. Le nombre de ceux-là semblait être infini. En un seul jour, Cro-Blanc en vit plus qu'il n'avait vu d'Indiens dans toute sa vie. Et les jours qui suivirent, les hommes blancs continuaient à arriver par le fleuve, à s'arrêter durant quelques instants, puis à repartir sur l'eau et à disparaître. Mais si les dieux blancs paraissaient comme tout-puissants, leurs chiens ne comptaient pas pour beaucoup. Ceci, Cro-Blanc le découvrit rapidement en se mêlant à ceux de ses chiens qui venaient à terre avec leur maître. Ils étaient de formes diverses et de grandeurs différentes. Les uns avaient les pattes courtes, trop courtes, d'autres les avaient longues, trop longues. Ils ne possédaient pas une fourrure semblable à la sienne, mais des poils très fins. Chez quelques-uns même, les poils étaient tellement ras qu'on eût dit qu'ils en avaient point, et pas un d'entre eux ne savait combattre. Étant donné son hostilité pour tous les représentants de sa race, il était fatal que Cro-Blanc entrât en lutte avec les nouveaux venus. Il n'y manqua pas, et conçut immédiatement pour eux un profond mépris. Ils étaient de leur nature ingénus et inoffensifs. En cas de combat, ils menaient grand bruit et s'agitaient autour de leur adversaire, demandant à leur force une victoire que donnent l'adresse et la ruse. En aboyant, ils s'élançaient sur Cro-Blanc qui sautait de côté et qui, tandis qu'ils étaient encore à se retourner, les happait à l'épaule, les retournait sur le dos et leur portait un coup à la gorge. Cela fait, Cro-Blanc se retirait à l'écart, livrant sa victime au chien indien qui se chargeait de l'achever, car c'était un sage. Il savait depuis longtemps que les dieux s'irritent lorsqu'on tue leur chien, et les dieux blancs ne faisaient pas exception à cette règle. Il se contentait donc de préparer la besogne, puis, à l'abri lui-même, il regardait paisiblement pierres, bâtons, haches et toutes sortes d'armes contondantes s'abattre sur ses compagnons. Cro-Blanc était un grand sage. Parfois, la vengeance des dieux outragés ne laissait pas d'être terrible. L'un d'eux, ayant vu son chien, un setter, mis en pièces sous ses yeux, prit un revolver. Il fit feu coup sur coup 6 fois de suite, et 6 des agresseurs restèrent sur place, morts ou à demi. Autre manifestation de puissance qui se grava profondément dans le cerveau de Cro-Blanc. Au reste, peu lui importer ces fâcheuses aventures, puisqu'il était toujours assez habile pour s'en tirer indemne. Tout d'abord, le meurtre des chiens des hommes blancs avait été pour lui un simple divertissement. Il devint bientôt son unique occupation. C'était la seule manière d'utiliser son temps tandis que Castor Gris s'adonnait à son commerce et faisait fortune. Avec la troupe des chiens indiens, il attendait l'arrivée des vapeurs, et dès que l'un d'eux avait accosté, le jeu commençait.
Ses compagnons avaient à leur tour appris à être sages. Aussitôt qu'elles voyaient les hommes blancs, revenus de leur première surprise, siffler leurs chiens pour les rappeler à bord et se préparer à foncer sur elles, la bande s'éparpillait à toute vitesse, puis le jeu cessait pour reprendre au prochain bateau. Toujours Cro-Blanc était chargé d'allumer la querelle avec les chiens étrangers. Il y réussissait facilement car pour eux, plus encore que pour ses compagnons, il était le Wild farouche. Abandonné et trahi par eux qu'il craignait obscurément de voir les reprendre, venu du doux monde du sud vers les rives du Yukon, sur la sombre et redoutable terre du Nord, il ne pouvait résister longtemps à l'inconsciente impulsion qui les poussait à s'élancer sur Cro-Blanc. Si amollis qu'ils fussent par l'accoutumance des villes et si oublieux du passé de leurs ancêtres, si lointaine que fût en eux la notion du wild, ils la sentaient soudain tressaillir au fond de leur être dès qu'ils se trouvaient en présence de la créature hybride qu'était Cro-Blanc. Devant le loup qui était en lui, et qui leur apparaissait tout à coup dans la claire lumière du jour, ils se souvenaient de l'ancien ennemi. Il était pour eux une proie légitime, comme eux-mêmes pour lui en étaient une.